Au moment que Léopold II devenait le roi des Belges, Bruxelles était une ville assez provençale. Et lui, qui avait vécu à Londres, entre autres, il voulait autre chose. Comme Londres ou un petit Paris, ça a été encore mieux pour lui, ou un kleines Berlin, parce qu'il était d'origine allemande. Donc il voulait vraiment une métropole. Et il savait que pour réaliser ces projets urbanistiques, qu'il fallait avoir de l'argent. Il n'avait pas d'argent. Donc, et il avait fait des voyages en tant que prince encore. Il avait visité des colonies anglaises et hollandaises. Il a été même jusqu'à Hong Kong. Et il avait compris que pour avoir beaucoup d'argent, il fallait coloniser. Donc, il essayait de coloniser et ça réussissait parce qu'en 1885, il obtenait l'autorisation des grandes puissances européennes de coloniser le Congo. Ça devenait son État indépendant du Congo. Mais là, de nouveau, il n'avait pas encore l'argent à ce moment-là, donc il fallait collaborer et faire engager le capital wallon, le capital bruxellois, et aussi le capital du port d'Anvers. Ce qui réussissait, et puis il fallait occuper le terrain. Ça a fait qu'il a dû mener quelques guerres, par exemple, pour contrôler le trafic de l'ivoire qui était à ce moment-là contrôlé par les Swahili de l'Est. Donc il a fait une guerre pour l'ivoire. Il a dû faire une guerre au Katanga pour contrôler les mines de cuivre qui existaient déjà là. Et donc, mais à la fin, donc, tout allait bien pour lui. Et il avait de l'argent, surtout donc avec le caoutchouc et avec l'ivoire. C'était les deux produits qui reportaient, c'était les deux produits qui reportaient le plus d'argent. Et il pouvait réaliser son urbanisation de Bruxelles. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi le roi bâtisseur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait surtout des bâtiments personnels presque, sauf les arcades du cinquantenaire. Mais il a par exemple aussi, avec l'argent congolais, construit la tour japonaise, le pavillon chinois. Il a acheté l'hôtel Bellevue, place Royale, qui était l'hôtel le plus chic et qui fait maintenant partie du palais, et c'est là qu'il y a maintenant le musée de la dynastie. Il a même acheté le château Belvédère qui fait partie du domaine de Laken maintenant. Tout ça acheté avec de l'argent congolais. Et à Bruxelles, il a aussi fait des parcs, ou plutôt il avait des projets de parcs. Il mettait son argent là-dedans et puis il essayait que d'autres gens aussi investissaient dans ces projets urbanistiques, entre autres les parcs donc. Et comme parcs qui ont été réalisés comme ça, c'est le parc de Forêt de Saint-Gilles, le parc Elisabeth à Koekelberg, le domaine de Tervuren, il y a aussi même une partie du parc Josaphat à Schaerbeek qui a été financé avec l'argent congolais de Léopold. Et donc, il pouvait réaliser ce qu'il voulait avec Bruxelles, une nouvelle ville qui était moins provinciale. Donc, pour lui, c'était la réussite. Léopold II faisait aussi de la propagande chez le grand public avec des expositions universelles à Anvers et celle très connue de Tervuren, mais il utilisait aussi le chocolat comme moyen de propagande parce que le cacao venait du Congo, et le gars qui a popularisé, en tout cas pour la classe moyenne, le chocolat, c'était un grec ottoman, c'était Léonidas Kestekides, qui avait son usine dans le quartier populaire aussi, près de la rue de Flandre. Il est mort même au vieux marché au grain.
Et donc le chocolat a été utilisé comme propagande, d'autres marques ont suivi, il y a Côte d'Or, Jacques, et ils éditaient des images qu'on appelait des chromos et qu'il fallait collectionner et mettre dans des albums, et comme ça, en tant qu'enfant, on savait quelque chose sur le Congo. La Belgique a repris officiellement le Congo en 1908, et 1 an après, 2 ans après, il y a les premiers Congolais qui sont arrivés à Bruxelles, parce que maintenant, ils étaient devenus des Belges. Et donc, ils sont arrivés ici. C'était qui comme personne? C'était des matelots qui avaient servi sur les bateaux qui faisaient la liaison avec le Congo. C'était des boys qui avaient servi dans les familles coloniaux qui étaient en vacances ici à Bruxelles. Et ces gens-là avaient quitté leur boulot et ils se sont établis dans les quartiers populaires de Bruxelles, c'est-à-dire autour de la Bourse et la rue de Flandre. Dans la rue de Flandre, le numéro 14 par exemple, c'était une sorte de maison d'accueil pour les nouveaux arrivés. Et ces nouveaux arrivés, ils se mariaient avec des bruxelloises et donc ça a donné quelques chansons folkloriques en bruxellois et entre autres une petite chanson ou une chansonnette sur les enfants, les produits de ce mariage, et la chanson se fait comme ça. Je ne vais pas chanter, je ne sais pas chanter. Karabitje heeft de kind gekocht, het is geboren in een cafépot. Donc c'est né dans une cafetière, la couleur est un petit peu noire de l'enfant. Ces gens-là, et je vais nommer un spécialement parce qu'il est entré aussi dans le folklore bruxellois, c'était Simon Lissassi, et il a donné l'idée à quelqu'un qui fabriquait des guimauves aussi dans la rue de Flandre, un certain Vos. Et qu'est-ce qu'il y avait quand il y avait ces guimauves, ou comme on dit en Bruxelles, maskesvlies, nonnenbillen, et il y avait beaucoup de sucre qui restait. Et donc Simon Lissassi suggérait de mettre tout ce sucre dans une grande plaque, le aromatiser avec de l'anis et le recuire, qu'il soit caramélisé très noir, et quand c'était fait avec un marteau, on coupait ça en morceaux et ces morceaux étaient vendus dans l'estaminet bruxellois. C'était quelque chose très connu à ce moment-là, une sorte de chocolat pour les pauvres. Par exemple, pour dire que c'était très connu, quand Hergé, dans les aventures de Tintin, introduit le capitaine Haddock, donc son bateau s'appelle le Karaboudjan. Et Karaboudja, en fait, c'est un mot swahili. Kara, c'est un morceau, et Boudja, c'est quelque chose qu'on met dans la bouche. Donc, c'est pour le folklore, mais ces gens-là aussi se sont portés volontaires pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont combattu à l'Isère, il y avait plus de 30 qui ont fait ça. Et après la guerre, ils ont fondé à Bruxelles la première association de Congolais sous la direction de Paul Panda Farnana. Le deuxième vague qui est venue, ce sera seulement en 60, mais entre-temps, c'était le roi Albert qui est monté au trône, et c'est lui qui a construit la majorité des monuments coloniaux qu'on connaît maintenant à Bruxelles et même en Belgique. À Bruxelles, le plus connu, c'est le monument pour le Congo dans le cinquantenaire, et c'est le monument pour Léopold II sur la place du Trône. Le monument sur la place du Trône a été fait avec du cuivre et de l'étain qui venait du Katanga, et la statue a été financée par des personnalités et des compagnies qui avaient gagné beaucoup d'argent au Congo. La coulée s'est faite ici à Molenbeek, dans la fonderie, qui est maintenant un musée, mais dans le temps, il y a pas mal de statues qui ont été donc fabriquées dans la fonderie de Molenbeek, même des statues au Congo qu'on transportait là-bas. Donc, la colonisation prenait son fin en 60, et là on a vu
une deuxième vague de Congolais qui sont arrivés et qui se sont établis dans le quartier qu'on appelle encore maintenant Matongé. Mais, entre-temps, les choses ont changé et la majorité des Congolais habitent maintenant plus à Ixelles, mais à Bruxelles-Ville, à Molenbeek, à Saint-Josse, à Anderlecht, et seulement après, c'est Ixelles comme commune importante. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé en 2004. La télévision belge, côté flamand et francophone, a montré un film anglais, White King, Red Rubber, Black Death, qui était basé sur un livre de Adam Hochschild, et lui-même s'était basé sur deux écrivains belges, Jules Maréchal, qui depuis 1985 avait déjà publié une série de livres s'attaquant à la colonisation, et n'oublions pas Daniel van Groenewegen avec son livre Caoutchouc rouge, aussi paru en 1985. Donc ce film a fait un déclic. Il y a toute une série d'actions qui se sont faites contre les monuments coloniaux, entre autres contre le monument de Léopold II, place du Trône, et aussi contre un monument qui se trouve dans le quartier européen, c'est le General Storms. Le General Storms avait combattu certains seigneurs congolais dans le sud du Congo, près du lac Tanganyika, et sur ordre d'un des conseillers privés de Léopold II, un certain Maximilien Strauch, il avait ramené les crânes de certains de ces seigneurs, entre autres le crâne d'un certain Lusinga. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces crânes? C'était pas le seul qui a apporté des crânes ici en Belgique, parce que maintenant il y a à peu près 300 crânes dans les collections belges qui appartenaient à des Congolais. Sur base de ces crânes qui ont été étudiés, soi-disant, à l'université de Bruxelles, on a développé des théories racistes. On mesurait les crânes et la conclusion était que les Blancs étaient supérieurs sur les Noirs, que les Tutsis étaient supérieurs sur les Hutus et même que les Wallons étaient supérieurs aux Flamands. Et donc, l'action contre ce monument est importante parce qu'il parle en même temps du racisme qui était très impliqué dans la colonisation, et c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas seulement décoloniser la place publique, et ça on est en train de faire. Il y a même une résolution du Parlement bruxellois qui date de juillet 2020 qui demande qu'on décolonise la place publique, mais il faut aussi, je crois, décoloniser l'histoire coloniale, parce que l'histoire coloniale, elle a mis en avance certains faits et repoussé d'autres. Ils ont fait de certaines personnes des héros blancs, et d'autres sont devenus des cruels parce qu'ils étaient des résistants à la colonisation. Et ça, il faut changer, et aussi la mentalité coloniale qui a été créée par ça. La mentalité coloniale qui posait sur un stéréotype bien connu des Africains. Ils savent bien danser, bien musicer, mais ce sont des petits-enfants qui n'aiment pas travailler, et il faut donc un père qui les met vraiment en main, qui les tient en main pour qu'ils travaillent. Et c'est ce stéréotype très colonial du paternalisme raciste belge qui existait au Congo, qui survit encore, parce que quand on regarde les statistiques, les Belges d'origine congolaise sont en moyenne plus éduqués que le Belge moyen, tandis que quand on regarde leur boulot, ils sont toujours dans des boulots en dessous de leur capacité. Donc il faut décoloniser, mais aussi décoloniser les idées, parce que ça
Ces idées coloniaux sont un ingrédient important du racisme actuel contre les Africains.